bonjour à toutes et tous. Euh, donc, comme précisé par Pauline, je suis en charge des opérations de Finreca. Finreca, c'est un projet c'est un projet, c'est pas une entité. L'entité, c'est BPA, c'est ce que vous voyez après mon prénom, après l'underscore, qui est un cabinet de conseil en innovation qui existe depuis 2013. Donc, notre métier, historiquement, c'est d'accompagner les structures innovantes en développement qui ont déjà levé entre 1 et 30 millions et qui nous sollicitent pour écrire leurs projets d'innovation, pour rédiger leur BP financier, rédiger leur BP littéraire, leur roadmap technique, préparer des concours nationaux ou européens et sécuriser leur statut innovant, c'est-à-dire envoyer un rescrit GEI au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ou justifier les dépenses de crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'est une activité historique qui est très ancienne. Nous sommes basés à Rouen, en Normandie, après avoir commencé l'activité à Paris. Mais aujourd'hui, on est très bien en région. Et puis, on était régulièrement sollicité par des porteurs de projets qui ne pouvaient pas s'offrir les services d'un cabinet de conseil en INO et qui nous posaient des questions sur leur premier cycle de financement. Visiblement, ils n'avaient pas accès à cette information auprès des CCI ou des boutiques de gestion. Bon, bref, on a constaté qu'il y avait quand même un gros trou dans la raquette. Et pour contourner cet écueil, on s'est dit que ce serait quand même bien de proposer un moteur de recherche. Alors, ce n'est pas tout à fait un moteur, on va le voir après, mais qui permette de restituer les seules aides financières éligibles à une activité donnée. Alors, il s'agit bien d'aides financières, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu remonter les dispositifs d'accompagnement ou de formation, par exemple des CCI ou d'autres structures. On voulait que ça concerne uniquement les flux de trésorerie effectifs. Et on a un volume aujourd'hui en base de 2100 dispositifs, donc 2100 aides financières sur tout le territoire français, évidemment territoire et collectivités d'outre-mer compris. Donc, je vais vous faire une démonstration du moteur et l'objectif dans ce webinaire, c'est de bien vous expliquer son fonctionnement, vous donner quelques tips d'utilisation et vous permettre d'être le plus autonome possible, sur le premier niveau de notre offre qui est le moteur gratuit. Alors, quand je précise que c'est gratuit, c'est que c'est totalement libre d'accès. On ne vous demande pas de créer un compte email ni de renseigner un sirène. Vous avez juste à renseigner les critères objectifs. D'ailleurs, il n'y a même pas de besoin d'anonymiser les données parce que les données qu'on collecte ne sont jamais subjectives, elles sont toujours totalement objectives. Elles concernent des critères clés que sont, on va le voir ensuite, mais le département d'implantation, la date de création, le niveau de fonds propres et le code APE. On va en reparler. Dès lors, il suffit de renseigner des stratégies et obtenir les aides en question. Donc, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet et de vous partager mon onglet. Alors, est-ce que tout le monde voit bien la page Finreca? Super. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc, vous arrivez sur la page d'accueil et là, on vous invite à cliquer sur Rechercher pour rechercher vos dispositifs. Donc, j'ai des informations en cache, mais on va repartir d'une page blanche. Je vais faire une recherche pour une structure assez récente du 1er octobre 2020, par exemple, qui est implantée, disons, en Seine-Saint-Denis, donc en région Île-de-France, et dont l'activité, alors je vais rester sur des projets en lien avec l'innovation, donc je pourrais choisir la programmation informatique ou quelque chose de plus fréquent, l'édition de logiciels. Alors, petit point ici, on vous demande de saisir votre secteur d'activité. Alors, c'est possible déjà de ne pas le connaître. Donc là, je vous invite quand même à vous poser la question de savoir enfin, vous savez quelle activité vous allez conduire, mais vous ne savez pas forcément à quel code APE ça correspond. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'INSEE dans ce cas-là et à regarder ça assez rigoureusement. Et d'une manière générale, faut être vigilant parce qu'en choisissant un code APE, enfin, avec certains codes APE, on peut se priver de certains dispositifs. Clairement, si vous développez une solution digitale au sens large, je vous invite à retenir le 5829C, l'édition logicielle. Même si vous êtes dans la EdTech, si vous faites de l'enseignement, je vois qu'il y a un projet d'enseignement, Jules, je crois, si ça passe par un outil digital, je vous invite à ne pas aller sur un code APE qui commence par 85, qui est la famille de l'enseignement, mais de rester vraiment sur la dimension digitale de votre projet. Ça peut être aussi le portail Internet en activité. Donc, j'insiste un petit peu là-dessus, mais on
on a vu, parfois, on est amené à faire changer le code APE de certains porteurs de projets ou dirigeants même, tout simplement parce que sinon, on ne peut pas avancer dans le circuit de financement institutionnel. Je vous donne un exemple concret. Sur les FinTech, parfois, on a des codes APE qui démarrent par 66, c'est-à-dire activité financière et d'assurance. Et là, ils sont totalement exclus des aides, hors dispositifs Covid, qui sont les dispositifs conjoncturels. Mais en dehors d'un contexte sanitaire compliqué, ils n'ont le droit à aucune aide. Et pour autant, c'est bien dommage, parce qu'un porteur de projet qui monte un SaaS à destination des courtiers ou à destination des agences immobilières, il est pas en 66, il n'a pas une activité financière, il a une activité de développement de SaaS en réalité. Oui. C'est bon, vas-y, j'ai coupé le micro. Alors là, comme je suis sur un porteur de projet, je vais partir sur un niveau de fonds propres assez faible de 1 000 €, on va dire la mise de départ du capital social. Et là, on vous demande de renseigner les stratégies. Donc, s'il y a l'innovation, évidemment, il faut renseigner l'inno. Alors, le distinguo entre l'innovation mono-entreprise et multi-entreprise, multi-entreprise, c'est plutôt rare quand on est porteur de projet parce que c'est un projet en consortium. C'est-à-dire qu'on va travailler avec un centre de recherche ou un laboratoire de recherche, une entreprise et ou une collectivité au sens large. Donc ça, c'est plutôt dans une phase post-preuve de concept ou alors un profil de docteur, d'universitaire qui sort avec un projet en tête de sa formation. Mais généralement, on est sur l'innovation mono, hein, tout simplement. La trésorerie, c'est pour répondre à un besoin de BFR, tout simplement, et puis l'invest. Alors, je vais également ajouter la garantie. On ne peut choisir que 4 stratégies. Stratégie, vous pouvez l'entendre comme un besoin, en fait, hein, tout simplement. Et ensuite, vous pourrez tout simplement librement vous poser la question, supprimer une stratégie et indiquer, par exemple, bon, la garantie, ça ne m'intéresse pas, mais je veux voir ce que je peux obtenir en recrutement. Là, en fait, j'ai volontairement posé ces 4 stratégies qui sont pour moi clés quand on démarre un projet. Donc, ensuite, on lance la recherche. Je vous rappelle que je suis toujours en Seine-Saint-Denis. Et on va d'abord vous proposer les prêts d'honneur qui visent à renforcer vos fonds propres. Donc là, en l'occurrence, je vais faire un zoom. On a l'initiative Pleine Commune, qui est le réseau initiative territorialisé visiblement en Seine-Saint-Denis, ou le prêt d'honneur solidaire de la BPI. Donc si on veut en savoir un peu plus, on a une petite synthèse sur l'accordéon, en cliquant sur l'accordéon. Et on peut aller un peu plus loin en téléchargeant la fiche. Donc je vais juste faire un petit switch de partage sur la fiche en question. Voilà. Donc là, on arrive sur la fiche. Donc la fiche en question, elle est rédigée par nos soins. C'est-à-dire que l'idée, c'était de proposer une nomenclature pour avoir une information homogène, quel que soit le dispositif de financement et quel que soit l'organisme financeur. Un autre écueil, c'est en fait, les aides sont saisies par la CCI Hauts-de-France pour 800 d'entre elles. Ils sont à Amiens, ils sont 3. Et pour le reste, dans les régions, dans les différentes collectivités, il y a différents agents qui saisissent. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des fiches d'aide, avec des champs lexicaux qui sont très différents. Et l'utilisateur, le porteur de projet s'y perd un peu. Donc nous, on a fait une structure et ce pour les 2100 dispositifs. Donc là, il y a un travail rédactionnel très lourd. On a mis 3 ans à poser la base et on l'enrichit presque quotidiennement. Donc, la structure est très simple, hein, le bénéficiaire, les critères d'éligibilité, les modalités, les conditions financières et les dépenses éligibles. C'est important de savoir que le prêt est remboursable sur 60 mois et on peut, dans certains cas, avoir jusqu'à 18 mois de différé. La nature du dispositif, c'est important aussi. Bon, là, sur un prêt d'honneur, ça ne pose pas de question, hein, c'est dans le titre, mais parfois, on ne sait pas si c'est une subvention, une avance remboursable, un prêt à taux zéro. Pour la difficulté, c'est un critère, enfin c'est subjectif. Pour le coup, là, c'est nous qui la déterminons en fonction, enfin, c'est lié à notre expérience du financement à ce titre. Donc, on sait à peu près combien de temps ça va vous prendre. Et on applique un peu une logique de prudence là-dessus. Il ne s'agit pas de vous induire en erreur. Donc, difficulté modérée parce que ça passe par la BPI et aussi parce que il faut être dans une situation assez spécifique pour entrer dans les cases du prêt d'honneur solidaire de la BPI, qui est assez récent d'ailleurs. Dernière chose, on vous pousse le lien vers l'organisme. C'est-à-dire que vous pouvez, en cliquant ici, vous accéder à la page du prêt d'honneur de la BPI. L'idée, c'est vraiment de vous flécher le dispositif et que vous puissiez accéder
en bas, au contact. Donc, c'est l'ADI, France Active et Initiative France qui utilisent ce prêt d'honneur directement. Donc là, dans le cas présent, j'invite quand même à passer plutôt par un prêt d'honneur classique que celui de la BPI, sauf cas particulier ou sauf si on a la possibilité de solliciter les deux dans certains cas. Évidemment, pas systématiquement. Hop. Alors, excusez-moi, je vais reprendre mon bac de partage. Je vous montre un petit... Bonjour Cyril, je n'avais pas vu que tu étais arrivé. Bonsoir à tous. Voilà, je reviens sur le moteur. Donc, on va d'abord vous présenter les prêts d'honneur, parce que le prêt d'honneur, qui est un prêt sans garantie, vient augmenter, vous devez l'injecter dans les comptes courants de votre entreprise. Dès lors, vous allez augmenter vos fonds propres. Et évidemment, c'est pas évident, mais c'est très important d'avoir des fonds propres solides, d'avoir un bon socle de fonds propres, parce que 1 euro de fonds propres vous permettent d'aller chercher 1 euro de soutien public au sens large, que ce soit une subvention ou après. Donc, il faut être très vigilant sur votre niveau de fonds propres, que ce soit au démarrage, donc le prêt d'honneur va vous aider, ou même par la suite. D'ailleurs, je vous invite systématiquement à prolonger la durée de votre premier exercice pour essayer de lisser dans le temps les premières dépenses qui vont venir gréver votre résultat en fin de première année. Donc, essayez de pousser à 18 mois votre premier exercice en lien avec votre expert comptable pour éviter de trop dégrader vos fonds propres, c'est-à-dire votre mise de départ plus les éventuels prêts d'honneur que vous aurez obtenus auprès des différents réseaux. Alors après, vous avez évidemment Initiative, le réseau Entreprendre et d'autres dispositifs. Par contre, avec 1 000 € de capital, tous les prêts d'honneur ne sont pas ouverts. Et là, on se rend compte qu'on a assez peu de dispositifs. Alors, vous pourriez me dire, ouais, mais comment se fait-il qu'on a un concours iLab qui démarre à 100K alors qu'on n'a mis que 1 000 € de prêt d'honneur? iLab, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher le concours iLab sur un projet deep tech. Il faut vraiment une innovation technologique dure. Sans avoir les fonds propres. Depuis sa chambre d'étudiant, sur le papier, c'est possible. Bon, sauf que dans les faits, c'est très concurrentiel et il y a des grosses équipes qui postulent à iLab. Donc, seul, ça me paraît très compliqué. Et généralement, les postulants font appel à des cabinets de conseil comme BPA d'ailleurs pour aller chercher iLab. On a dû en gagner une quinzaine depuis 2013 des iLab. Donc ça, c'est le seul concours qui est décorrélé des fonds propres. Je ferme la parenthèse sur iLab. Je reviens sur le moteur. Il faut avoir une approche dynamique du moteur et vous dire, bon, alors là, j'ai 13 dispositifs, dont des dispositifs Covid qui ne m'intéressent pas parce que de toute façon, je suis en création. Je vais partir du principe que j'ai obtenu le prêt d'honneur de Initiative pour 15K, donc j'ai désormais 16 000 € de fonds propres. Donc là, on va ouvrir d'autres réseaux de prêt d'honneur et notamment le réseau Entreprendre, qui est un peu plus difficile à obtenir que le réseau Initiative, entre parenthèses, voire des réseaux de prêt d'honneur. Alors, il y a Wilco. Alors, Wilco, petite précision, donc c'est pour uniquement les franciliens. Je vais faire des recherches sur d'autres départements, hein. Mais Wilco, c'est un accélérateur avant tout. Alors, sur un bon projet innovant, ils peuvent quand même accompagner un porteur, mais il faut retenir que c'est quand même un accélérateur et c'est plutôt un prêt d'honneur développement, accélération de la croissance. On va aller voir ce qui se passe en page 2 pour les premiers niveaux de subvention. Alors, évidemment, on va voir arriver deux dispositifs qui se superposent, la BFT et l'Innovup FESA. Très clairement, l'Innovup Faisabilité, c'est un dispositif de l'Île-de-France, mais qui est analysé par la BPI. Donc, généralement, moi, je recommande d'abord de tenter une bourse French Tech. Et si on échoue, on peut tenter l'Innovup FESA. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a eu Innovup FESA, on n'aura pas la BFT. Et dernier point, la BFT, on peut la solliciter que la bourse French Tech, pardon, on peut la solliciter que la première année. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une chronologie aussi à respecter dans la façon dont vous allez poser votre plan de financement et une interdépendance des dispositifs. Alors, sur le premier cycle de financement, ce n'est pas si déterminant que ça. Mais quand on commence à accélérer, c'est-à-dire à avoir du chiffre d'affaires, à vendre des services ou des produits et à faire entrer, par exemple, des actionnaires à votre capital, là, il faut être très vigilant sur votre stratégie de financement.
Je vais lancer la recherche sur un autre département. On peut aller voir ce qui se passe dans le Var, par exemple. Je crois savoir qu'il y a quelqu'un qui a un projet dans le Var. Donc, on est sur la région PACA. Donc, dans le PACA, je reprends mes métriques, excusez-moi. Dans le PACA, donc sur la première page, on était sur les dispositifs nationaux. J'ai assez peu de dispositifs avec ce niveau de fonds propres. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment renforcer ces fonds propres avec des prêts d'honneur avant de pouvoir s'adresser à des subventions éventuellement régionales. Clairement, dans le PACA, je pense que c'est la région en toute transparence qui est sans doute la moins dotée en dispositif d'accompagnement sur les sujets inno. Alors après, on peut se poser la question si un couvreur, je prends un exemple classique, mais travaux de couverture, aurait plus de dispositifs. Bon, finalement, on est à 15 aides, donc non, non plus. Je vous donne cet exemple parce que, alors il y a quand même un dispositif intéressant, on va en parler. Je vous donne cet exemple parce que quelqu'un qui voudrait monter un logiciel SaaS à destination des artisans, il a de toute façon intérêt à aller chercher un code APE en 6201Z de programmation informatique, par exemple, ou 5829C de édition de logiciel, plutôt que celui de l'artisanat en 43 ou de la construction, où il va évidemment se limiter dans son tour de financement. Donc là, je reviens sur l'édition de logiciels. Et chose très importante, c'est que la région abonde, pardon, c'est en page 3, la garantie création de la BPI. Donc, on va regarder ici. La région Sud garantie se pose en caution pour votre prêt à hauteur de 10% en complément des 60% de la BPI. Donc, pour faire simple, vous pouvez demander un prêt bancaire sur une création maximum de 50K où la BPI va intervenir à 60% et la région PACA à 10% en complément. C'est-à-dire que vous allez arriver à 70% de garantie pour votre projet. Et le solde, les 30%, il y a des banques qui jouent le jeu et qui ne vous demanderont pas d'être caution. Pas toutes, hein. En l'occurrence, en Île-de-France et en Normandie, région que je connais bien, la BNP et le Crédit Agricole jouent le jeu. C'est-à-dire qu'ils se contentent de la garantie BPI amondée par la région, parce qu'on a le même dispositif en Île-de-France ou en Normandie. Ce n'est pas le cas dans toutes les banques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible d'aller chercher 50K en banque, donc c'est de la trésor, hein, ça ne vous fera pas de fonds propres, mais c'est quand même une bonne chose, grâce au dispositif de garantie de la BPI avec le complément, l'abondement de la région. Et c'est important de parler du prêt bancaire, je vais revenir sur la garantie femme ensuite, c'est important de parler du prêt bancaire parce que quand vous voulez solliciter un prêt d'honneur, dans 90% des cas, il est conditionné à l'accord d'un prêt bancaire. Mais ce prêt bancaire, vous pouvez très bien aller le chercher grâce à la garantie BPI avec abondement région ou non. Dans certaines régions, il n'y a pas l'abondement de la région. Donc en gros, on sollicite un prêt d'honneur, on a un accord sous réserve d'obtenir un prêt bancaire. Donc on peut aller chercher un prêt bancaire avec cette garantie. Et si on s'agit d'une dirigeante, dans ce cas, on a la garantie égalité femmes, où là, c'est carrément 80%. Et là, il n'y a pas de sujet. La banque ne prendra pas de caution complémentaire pour les 20% restants. Vous pouvez obtenir, encore une fois, jusqu'à 50 KE sans problème de financement bancaire grâce à la garantie égalité femmes. Faut vraiment pas écarter ça. Alors, ce n'est pas à vous hein, de solliciter la garantie, c'est le travail de la banque, mais c'est bien de le savoir parce que le conseiller ou la conseillère pro du marché des pros, parce que c'est le marché auquel vous allez vous adresser, n'est pas forcément au courant. Et son analyste de crédit non plus d'ailleurs. En fait, pour tout vous dire, dans la banque, ils ont un catalogue de garanties entre 100 et 200 garanties. Donc, ils ont des menus déroulants avec tout un tas de garanties et ils ne savent pas du tout si le projet est vraiment éligible ou non. Donc, c'est bien que vous soyez en anticipation sur le sujet si vous devez vous tourner vers un prêt d'honneur qui vous demandera de vous tourner vers un prêt bancaire. On va changer de région, on va aller sur je sais pas, la Nouvelle-Aquitaine, la Gironde, tiens, en Nouvelle-Aquitaine. Et on va rester sur un niveau de fonds propres de 20K. On va dire qu'on est post-prêt d'honneur pour voir ce qui peut être proposé. Donc, on a, là, c'est intéressant parce que vous voyez, on peut avoir des dispositifs à l'échelle d'une métropole. Donc là, il faut être dans la métropole de Bordeaux. Moi, attention, c'est un dispositif Covid-19 qui ne concerne pas une création récente. Mais on va aller voir un peu plus loin et la région Nouvelle-Aquitaine, je vous fais le parallèle avec la région PACA sur une structure
qui n'est pas forcément très innovante, hein. L'édition de logiciels, c'est pas de la deep tech, hein, c'est juste le domaine du digital. On a tout un tas de dispositifs qui s'adressent d'ailleurs aide à la reprise de TPE. Ça peut être aussi bien un fleuriste, un coiffeur qu'un éditeur de logiciels. Le Pass Startup, lui, s'adresse aux structures à haut potentiel, effectivement. Il y a de l'aide au conseil, très intéressant pour solliciter des prestations stratégiques non récurrentes, type un audit juridique, un audit SEO, un audit d'implantation à l'étranger, par exemple. Et on a même une aide au prototype numérique. Pour info, la région Nouvelle-Aquitaine, comme les régions Occitanie, Île-de-France, Normandie, Grand Est sont particulièrement bien dotées. Alors après, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais moi, je suis implanté, mon siège social, il est dans le Var. Pour autant, j'ai quand même une attache en région Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire dans la région de Lyon, hein, je dis ça au hasard. Est-ce que je peux aller chercher une aide? Alors, idéalement, enfin, c'est pas tellement un frein si vous avez votre siège social dans un autre département, une autre région, mais à condition que vous investissiez réellement dans le département, sur le territoire où vous comptez solliciter une aide. Et le bon moyen, c'est quand même d'intégrer soit une structure ou d'y opérer vos premiers recrutements, d'être tout à fait transparent là-dessus. Il ne s'agit pas d'aller chercher une aide dans une région pour revenir ensuite dans votre région d'origine. Alors après, si vous êtes dans une si vous avez un petit peu grandi, que vous avez plus d'un an, on peut revenir dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, euh, ou que vous avez tout simplement réalisé une première levée de fonds, vous êtes à 50 000 euros de fonds propres, ce qui est pas non plus, enfin, ce qui est tout à fait accessible, hein, sur une levée de Love Money ou sur un fonds une structure, pardon, de crowdfunding, excusez-moi. Vous allez pouvoir aller chercher un premier dispositif de la BPI qui est d'une aide à la faisabilité pour l'innovation, qui est un dispositif national. Bon, je vais pas dérouler les 5 pages, mais là, vous voyez, on a 43 aides qui sont tombées. On commence, en fait, sur le PACA, dès lors qu'on a un peu plus de fonds propres ou au moins un an d'ancienneté, on commence à dérouler sur les aides. Mais sur les premiers niveaux de développement, c'est un peu plus compliqué. Pour autant, ce n'est pas une fatalité non plus, parce que les aides, c'est une matière vive et ils sont en train de se réveiller sur le sujet. Et en 2021, ça risque d'évoluer fortement pour échanger régulièrement avec des acteurs de l'écosystème, que sont le réseau Entreprendre, Initiative ou des incubateurs marseillais. Donc, ils sont en train de prendre conscience que les projets Inno leur échappent pour le moment. Ils vont plutôt en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Occitanie et ils sont en train de limiter, enfin de structurer leur offre de soutien public pour garder les compétences et les bons projets sur leur territoire. Autre chose, je vais revenir dans le 33. Ou non, allons, on va aller dans le nord, tiens, on va aller dans le département du Nord, donc dans la région Hauts-de-France. Et vous avez ici les aides spécifiques. Donc, pour dire, moi, j'ai un projet à impact, où mon projet entre dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que j'ai des dispositifs spécifiques? Alors oui, évidemment. Et dans ce cas-là, il faut cocher la case. On n'en a pas fait un filtre. On ne voulait pas recenser que les aides ESS. Tout simplement parce que c'est pas parce qu'on est ESS qu'on n'a pas le droit au prêt d'honneur classique. Alors évidemment, on peut aller chercher un prêt d'honneur dédié, mais on peut aller chercher toutes les autres aides. Donc il n'y a pas lieu de filtrer les aides ESS. Pour moi, la démarche ESS, c'est un bonus. Donc dans ce cas, on va ajouter à l'ensemble des dispositifs les aides d'AVIS, par exemple, pour l'insertion par l'activité économique, pardon, une aide de Valenciennes Métropole sur les structures de l'ESS. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de régions. Si on retourne en Gironde, donc je prends le département 33 parce que je suis sûr que c'est en Gironde, mais ça peut être d'autres départements de la Nouvelle-Aquitaine, hein, je vous rassure. On a aide au conseil pour les entreprises de l'ESS. Et puis, je pense qu'en page 2, on va dérouler encore sur d'autres dispositifs de l'ESS. On retrouve Avis, qui est un organisme national. Et puis, voilà, accompagnement de développement d'activités d'emploi dans l'ESS. On peut aussi, là pour le coup, on a mis des fils, il faut dire c'est bien gentil, mais moi ce que je veux dans un premier temps, ce sont des subventions parce que j'ai des fonds propres. Et donc vous ne remonter que les subventions. Jouer avec le champ des critères spécifiques et vous ne pouvez choisir que les subventions locales. Hop, vous voulez sortir les subventions nationales pour voir ce qui se passe à votre région. Alors on a mis BPI France en local, on ne l'a pas mis en national
parce que ça se passe en région, dans l'antenne régionale. Vous allez solliciter votre interlocuteur BPI qui rayonne sur une partie des territoires de votre région. Ce n'est pas une décision centralisée, c'est vraiment une décision locale. Et par ailleurs, il y a des dispositifs qui ne concernent, il y a certains dispositifs qui ne sont accessibles que dans des régions données, parce qu'il y a une problématique, parce qu'il y a une stratégie sur un bassin d'emploi, sur des sujets économiques spécifiques. Par exemple, on va avoir un soutien à l'industrie assez important dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'Isère, mais dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'il y a un bassin industriel important. On va être très orienté tourisme en Normandie, pour vous donner les éléments dans les grandes lignes. Le niveau de difficulté, vous pouvez jouer aussi avec, évidemment, le délai de traitement, mais ce ne sont pas les données qui me semblent déterminantes. Ce qui compte, c'est vous pouvez par famille aller chercher les subventions. Alors là, par exemple, en subvention et avance remboursable, on a des dispositifs assez costauds en région Nouvelle-Aquitaine. C'est le cas également, je vais revenir dans les Hauts-de-Seine, tiens, sur la région Île-de-France, où on a les deux dispositifs InnovUp. Petite précision sur InnovUp expérimentation, je crois qu'il y a un dossier qui est dans le 92 hein, parmi l'audience. Sur InnovUp expérimentation, attention, faut expérimenter avec une collectivité, on va dire. C'est pas un pilote commercial, c'est un pilote on va dire public. Donc celui-ci est assez difficile d'accès et généralement, on va plutôt aller sur InnovUp développement. InnovUp, comme PMUp, c'est une dimension concours. C'est subvention et avance remboursable, mais avec une sélection assez très fine des dossiers. Et avant ça, pour avancer, on peut aller chercher un dispositif un peu plus simple. Alors là, il ne remonte pas parce que c'est une subvention. Voilà. C'est InnovUp faisabilité, qui est, on l'a vu tout à l'heure, le pendant de la bourse French Tech. Voilà. Et en région, pour info, si vous êtes passé à côté, alors en Ile-de-France, vous ne trouverez pas l'AFI de la BPI, l'aide à la faisabilité, parce qu'il y a InnovUp. Par contre, en région, si vous avez raté la BFT, parce que vous avez plus d'un an, ou que vous avez éventuellement échoué, vous pouvez solliciter l'aide à la faisabilité pour l'innovation. Donc là, si je vais, je ne sais pas, en Bretagne, dans le Morbihan, dans ce cas, alors là, j'ai pas mal. En Bretagne, on est pas mal. Voilà, l'aide à la faisabilité pour l'innovation ressort. Parce qu'encore une fois, attention, j'ai plus d'un an, donc je n'aurai jamais la bourse French Tech là-dessus. Mais la FI ressort et on peut la solliciter. Donc, sur le moteur, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Alors oui, rapidement, vous pouvez sortir toutes ces stratégies, dire qu'est-ce qui se passe sur les aides au recrutement. Sur les aides au recrutement, pardon, il faut que j'enlève ce filtre-là. Alors là, on est sur Michelin parce que je suis dans le Morbihan, ouais, tout à fait. Ce sont des dispositifs essentiellement nationaux. Donc, on a à la fois les aides de Pôle emploi, la GFIP et les dispositifs suite aux conséquences économiques de la crise financière qui sont encore une fois conjoncturelles. Et si vous projetez ou vous avez un candidat qui est une personne en situation de handicap, ne surtout pas oublier de requêter dans le moteur pour voir ce à quoi vous pouvez prétendre. Donc, ce qu'il faut retenir. Alors oui, beaucoup de dispositifs sont quand même liés, sinon à des recrutements effectifs, au moins à un programme de recrutement. Ce qu'on finance, c'est la création, c'est pas tant la création de richesse que plutôt la création d'emplois. Il faut retenir ça. Il y a une autre règle à retenir, c'est que sur les subventions pures, souvent on finance l'incertitude. C'est-à-dire qu'on a un projet innovant, innovation au sens technologique du terme, je précise bien, et on n'est pas sûr d'arriver au terme des développements pour lever les verrous. On n'est pas certain. Donc, la puissance publique, entre guillemets, la collectivité, vient vous soutenir. Si on n'est pas dans ce cadre-là, ce n'est pas des subs, ce sont plutôt des prêts. Je simplifie, hein, ce n'est pas si simple que ça. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. C'est-à-dire que les premiers niveaux de subvention, ça peut être aussi l'incertitude sur un démarrage d'activité, certes. Mais souvent, on va être sur du prêt à taux zéro plutôt. Et la sub pure ou les concours, c'est pour compenser la prime de risque qui est liée à un programme innovant. Donc, en synthèse, sur le moteur, ne pas hésiter à avoir une approche dynamique, c'est-à-dire vous projeter, j'ai pas encore créé ma structure, ah oui, j'ai pas fait cette hypothèse-là. J'ai pas encore créé ma structure, j'ai pas d'aide. Oui, alors bon, là, c'est normal, on est en recrutement. Voilà, j'ai pas d'aide. Bon, finalement, en région Bretagne, même quand on n'est pas créé,
on a les prêts d'honneur, on peut solliciter une BFT. Attention, j'ai mis 15 cas de fonds propres, hein. Si on n'a pas 15 cas de fonds propres, on peut pas enfin, de prévision d'apport, on ne peut pas le faire. Et on a un accélérateur de la région de Bretagne qui donne des subventions. Si je vais à Rouen, en Normandie, on a un dispositif coup de pouce qui ne peut être accessible, qui n'est accessible qu'en T-création. Donc, il faut être prudent là-dessus. C'est très rare, hein. La plupart des dispositifs, il faut être immatriculé. Ça, c'est un des rares en France où il ne faut pas être immatriculé pour le solliciter, mais on ne le perçoit qu'une fois qu'on est immatriculé. Voilà. Donc, mais si vous n'êtes pas créé, il faut se projeter, quoi. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un mois d'existence? Bon, dans ce cas, je me projette, je fais un petit saut dans le temps. On va dire que je suis le 1er janvier 2021. On va dire que ma structure a un mois. Et qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai plus d'un an? Et ensuite, quand j'aurai réussi à augmenter mes fonds propres grâce à un premier prêt d'honneur, combien je vais pouvoir obtenir? Donc, n'hésitez pas à jouer avec le moteur. Le périmètre européen, je vous en parle rapidement, c'est hors sujet tant que vous n'avez pas une forte traction commerciale ou un projet très très innovant. Mais globalement, à moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, je n'ouvre pas un dossier de projet européen. C'est pas tant le sujet. Par ailleurs, en ce moment, les projets européens sont tombés depuis le 31/12/2020, ils sont échus. Et le programme Horizon Europe est en train d'arriver au fil de l'eau, mais enfin, vous pouvez le cocher, ça n'aura aucun impact sur les aides parce qu'aujourd'hui, en base, il n'y a rien sur les projets européens. Et sur le niveau local ou national, vous pouvez jouer avec, mais ça ne me semble pas si déterminant que ça quand on est porteur de projet. C'est très bien quand on est conseiller, enfin acteur de l'écosystème du financement au sens large, mais pas quand on est porteur. Il faut plutôt bien retenir les critères spécifiques ici et jouer avec les arguments du moteur et point de vigilance sur votre code APE, évidemment. Voilà. Voilà pour la présentation du moteur. Je relance un petit peu. Déjà, je te remercie pour toute cette richesse que tu nous as apportée avec cette présentation aujourd'hui. Je voulais rebondir sur un petit entre-deux avant les questions des porteurs de projets. Est-ce que la majorité des structures là, qui nous écoutent ce soir, c'est des structures qui vont soit être en passe d'être créées, soit qui ont été créées, mais qui ont moins d'un an. Du coup, est-ce que tu as des conseils particuliers sur les financements à aller chercher? Est-ce qu'il y a un ordre spécifique? Est-ce qu'il faut d'abord aller chercher une garantie, puis un prêt, et après que des subventions? J'imagine que c'est spécifique après aussi à chaque domaine d'activité, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose au global qui ressort, voilà, des pistes qu'il faut quand même un certain squelette qu'il faut tenir et un certain ordre qu'il faut respecter pour cocher tout bon sur sa feuille de recherche de financement? Ouais, complètement, Pauline. Il faut évidemment démarrer par regarder s'il y a des dispositifs anté-création si vous n'êtes pas créé. Avant un an, évidemment, se tourner vers le réseau de prêts d'honneur, plus un prêt bancaire sans que vous ayez à mettre votre signature, sans que vous soyez caution de votre prêt, grâce à la garantie de la BPI, le complément de la région, voire le complément de France Active si vous êtes une femme. Une fois que vous avez réuni, alors déjà, ça vous fait, si vous allez chercher 10 cas en prêt d'honneur et 30 cas en prêt bancaire, il y a une corrélation entre le montant du prêt d'honneur et le montant du prêt bancaire, hein. Attention, l'idée quand même du prêt d'honneur, c'est d'aller faire levier sur un prêt bancaire. Donc au final, si vous collectez 40 KE de trésor, ça vous permet de voir venir un petit peu sur vos premières dépenses. Et une fois que vous avez fait le prêt d'honneur, soit vous avez un projet un peu innovant, enfin, pas forcément l'innovation technologique, hein, mais avec une logique d'innovation, vous pouvez solliciter la bourse French Tech auprès du conseiller BPI. Mais il faudra bien avoir préparé votre dossier. Tout comme d'ailleurs sur le prêt d'honneur, c'est pas non plus si simple, c'est bien d'être accompagné, hein, d'avoir quelqu'un à vos côtés pour ça, pour s'assurer que votre BP financier ou votre BP littéraire, enfin votre présentation est bien structurée et que vous ne soyez pas scotché par les objections du comité de décision, que ce soit du réseau initiative ou du réseau entreprendre ou d'un autre réseau local ou d'une filière métier. Donc prêt d'honneur, prêt bancaire dans les grandes étapes, puis premier niveau de subvention type bourse French Tech. Et si on n'est pas du tout en lien avec l'innovation,
qu'on a finalement une nouvelle approche, mais sur un marché traditionnel, ou si on fait du e-commerce, par exemple, il n'y a pas de sujet inno en e-commerce, hein. Dans ce cas, il y a des niveaux de subvention dédiés au TPE. En Ile-de-France, c'est TPE. Faut avoir moins de 10 ETP. On était à 5, on doit être à 10 maintenant. Et là, on peut aller chercher, et pas qu'en Ile-de-France, dans toutes les régions, à son dispositif d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc, petite précision, sur cette fin d'année 2020, beaucoup de réseaux de prêts d'honneur et se concentraient sur des reprises, ce que je trouve très bizarre, hein, plutôt que des créations, et imposaient aux porteurs d'avoir déjà du chiffre d'affaires. Ce qui était un peu délirant parce que quand on crée, par définition, on n'a pas de chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas le cas partout, mais c'est le cas en Normandie, par exemple. Nous, on a ce problème-là. Entreprendre l'initiative veulent absolument inciter à la reprise plutôt qu'à la création pure, ça ex nihilo. C'est très bizarre. Alors, l'idée derrière, c'est de préserver des emplois, notamment dans le CHR, commerce, hôtellerie, restauration. Sauf que se positionner sur de la reprise, sur l'établissement, sur un restaurant aujourd'hui, je trouve ça quand même assez osé. Il y a quand même peu de visibilité. Donc, dans le discours, je vous dis ça pour en dire que dans le discours, c'est bien d'orienter sur un début de commercialisation assez court terme. Vous ne pourrez pas faire financer un POC, une preuve de concept, avec un prêt d'honneur. Pas en ce moment. Ça va sans doute évoluer dans le premier trimestre, mais c'est plus compliqué. Alors après, dans la région de France, il n'y a pas de sujet. En Nouvelle-Aquitaine non plus, ils ne vous embêteront pas. En Bretagne non plus, mais on a ces difficultés dans les Bouches-du-Rhône. J'ai eu le problème, mais pour avoir discuté quand même avec d'autres acteurs, c'est en train d'évoluer parce qu'ils comprennent également que les emplois de demain ne sont pas forcément uniquement dans les reprises de restaurants et de bars, quoi. Voilà. Donc, dans l'ordre, c'est prêt d'honneur, garantie pour aller chercher un prêt bancaire sans mettre votre signature. Et puis ensuite, premier niveau de subvention, soit BPI s'il y a un sujet innovant, soit subvention d'une collectivité locale au sens large, métropole ou région. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, après, vous allez rentrer sur les dispositifs un peu plus costauds en termes d'itération, enfin de production documentaire. Et là, il faudra toujours vous faire accompagner. Mais ce que je veux dire, c'est que les documents que vous aurez préparés pour les 3 premiers éléments ne suffiront plus. Il faudra aller un petit peu plus loin dans la description de votre projet et dans le BP financier. Voilà, Pauline, pour les premières étapes clés en fait du porteur de projet. Super, je te remercie. Je fais juste un petit aparté. Donc, du coup, je tiens à le préciser à tout le monde. On a noué un partenariat donc, avec Gaylord et Finreca, puisque nous-mêmes, c'est un dispositif qu'on utilise. Et donc, si on peut juste, en 2-3 mots, que tu nous parles de la feuille de route. Donc, ça, c'est du coup un produit que vous avez développé qui est payant et avec du coup le partenariat qu'on a noué, il y a quand même 20% de remise Ouais. sur le prix proposé et c'est en fait la continuité plus poussée et individualisée du moteur de recherche. Exactement, Pauline. Je te remercie d'en parler. Le premier niveau restera toujours gratuit, hein, je vous rassure. Après, pour autant, on a des porteurs de projets qui ont besoin de réassurance ou d'un premier niveau d'accompagnement pour le fléchage des dispositifs. C'est-à-dire, quel réseau de prêts d'honneur choisir parmi tous ceux qui me sont proposés? Est-ce que je peux vraiment postuler à la BFT? Est-ce que je ne vais pas perdre mon temps? Et si c'est le cas, quel livrable je vais devoir produire? Donc, la feuille de route, on flèche les 5 dispositifs prioritaires, essentiels. Donc, on les ordonne et on explique pourquoi on a fait ces choix et on briefe notre client sur la qualité et la profondeur des livrables qu'il devra transmettre pour chacun des dispositifs. On évalue un objectif de montant de financement cohérent. Donc là, on a dit cohérent pour rester correct, mais en fait, c'est plutôt raisonnable, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut surtout pas retenir les fourchettes hautes des subventions, sans quoi vous allez monter un plan de financement qui ne tiendra pas et vous allez vous retrouver assez vite short cash. Enfin, pardon, vous allez avoir une problématique de trésorerie très rapide. Et c'est un gage de crédibilité auprès de vos partenaires au sens large et même de la banque d'avoir un plan de financement qui, certes, intègre des financements publics au sens large, mais qui ont été bordés
en fait, en termes de montant avec un ratio de prudence. Vous avez aussi accès en fait à un espace personnel pour retrouver votre feuille de route, les 5 étapes clés. Pourquoi on a fait ça? En fait, ça nous paraissait pas cohérent de vous pousser un PDF, hein. On aurait pu faire un Word en format PDF avec les 5 étapes et ne pas faire du dev. Sauf que, comme les aides sont une matière vive, si un dispositif est remplacé ou supprimé, modifié sur une notion de montant ou de critères d'éligibilité, il faut qu'on impacte votre feuille de route. Et quand moi j'agis en back-office sur une aide, ça impacte directement votre feuille de route. Et si jamais je supprime un dispositif, j'ai une alerte comme quoi le dispositif est présent dans telle feuille de route et je travaille à trouver un dispositif de remplacement. Donc ça, c'est le premier niveau. On est toujours sur un mode de do it yourself complètement, c'est-à-dire que vous vous débrouillez après pour aller chercher les aides, hein. Mais en même temps, on le facture 250 € hors taxe. C'est à ce niveau de tarif, on ne peut pas écrire pour vous. Et en coaching de dirigeant, là, c'est un accompagnement au long cours où on challenge vos éléments financiers et littéraires pour bien les faire entrer dans le cadre des attentes des organismes financeurs. On vous alerte sur certaines choses et on peut vous pousser, si besoin, des templates qu'on utilise nous en interne sur des projets un peu plus costauds, enfin, sur des notions de roadmap technique, des choses comme ça. Après, sur les éléments financiers littéraires, généralement, vous avez déjà travaillé le sujet en étant bien accompagné, évidemment. Mais on va rester à vos côtés et on sera un peu, au sens large, votre médecin de famille sur le sujet des financements institutionnels. On va répondre à vos questions, vous préparer aux entretiens, vous aider à répondre aux objections et vous aider aussi à faire face à un éventuel refus. Comment on rebondit? Est-ce que c'est légitime que ce soit refusé? Des choses comme ça. On peut aussi intervenir, alors pas en pompier de service, hein, ça c'est difficile, mais il nous arrive d'avoir des clients qui malheureusement ont pris beaucoup de refus auprès de différents organismes. Et là, on aide à itérer pour repartir à la charge, ce qui n'est jamais évident auprès des différents organismes financeurs et on peut prendre le téléphone si besoin. À aucun moment, on va écrire pour vous, mais on peut vous assister quand même pour remplir les templates de la BPI ou d'un financeur au sens large, hein, de l'IFSIC par exemple, ou de l'Institut de la mode, de Défi, par exemple, pour l'univers du textile ou du design. Et là, dans ce cas, on sera à vos côtés pour s'assurer que vous avez bien posé votre ligne de BFR, enfin, sur des choses qui parfois peuvent vous échapper parce que la finance, c'est pas votre partie. Et ça pourrait vous prendre beaucoup de temps, en fait, à essayer de rentrer dans les cases des attentes des organismes financeurs. Donc ça, c'est un paiement mensuel, engagement de 3 mois minimum, et après, vous résiliez quand vous voulez. Voilà. Alors ici, vous avez les specs. Quand vous descendez sur le site, vous voyez le premier niveau moteur, ensuite les specs de la feuille de route et enfin du coaching du dirigeant. Voilà, donc Voilà, c'est les cailloux présentation. du petit poussé pour aller sur le marché. Exactement. Excusez-moi, Gaylor, du coup, c'est 250 € par mois ou c'est 250 € la formule pour 3 mois? Alors non, c'est par mois sur 3 mois. Ça vous coûte 750 € hors taxe sur 3 mois. Donc en fait, c'est 750 € prélevés sur 3 mois parce qu'on ne peut pas prendre qu'un mois de coaching. Ça comprend, pardon, j'ai oublié de vous le dire, l'essentiel. On fait au moins 2 calls par mois et ce sont les entretiens préparés. Donc entre les appels, qui dure une bonne heure facile, hein, on échange les documents. Donc, nous, on travaille sur vos documents et après, on vous fait une restitution des points améliorés, des points à ajouter. Est-ce que la matrice concurrentielle que vous avez posée est pertinente? Est-ce que l'étude de marché que vous avez faite, par exemple, de façon un peu empirique, ça sert à quelque chose de la laisser? Donc, on va intervenir en profondeur sur le dossier et on va avoir un œil et d'organismes financeurs et de banquiers en fait sur votre projet. Mais c'est bien mensuel, hein, sur 3 mois minimum. Et la feuille de route, premier niveau, par contre, c'est paiement unique et vous gardez quand même l'accès à la feuille de route de façon indéterminée. Enfin, il n'y a pas de limite d'accès à votre espace dans les deux cas. Voilà, bah, Cynthia a un petit peu amorcé la suite. Là, du coup, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Je veux bien continuer avec mes questions. Vas-y, je t'en prie. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu entends par les niveaux de subvention de TPE une fois que tu es allé voir… Enfin non, d'abord, le prêt d'honneur et la banque. Je me demandais combien de temps ils mettent pour te payer.
c'est assez rapide. C'est assez rapide, enfin, une instruction de prêt bancaire avec une transmission d'un dossier complet, hein, j'entends. En 3 semaines, c'est réglé. Sur le prêt d'honneur, on compte 4 à 6 semaines. Et ensuite, le décaissement, il intervient assez vite. Sur la banque, il n'y a pas trop de sujets, hein, ça marche bien là-dessus. Sur le prêt d'honneur, ouais, peut-être J plus 15 max en tout max 2 mois pour flux de trésorerie effectif. Sur la banque, en 1 mois, c'est réglé. D'accord. Et autre chose que je voulais te demander, du coup, ouais, les niveaux de subvention de TPE, collectivité locale, quand tu parles de ça, est-ce que tu entends par là tout ce qui est les réseaux Entreprendre 92, par exemple, enfin, les réseaux Entreprendre locaux, ou pas du tout? Je vois pas Non, trop. non. En l'occurrence, dans le 92, ce sera TPUP sur le premier niveau de subvention. Après, l'Île-de-France n'est pas très représentative des autres régions. Clairement, en IDF, on est un peu sous le robinet, si je puis dire. Il y a un peu moins d'incitation, enfin, de soutien à la création parce qu'il y a de la création. Il n'y a pas de problématique de création d'entreprise. Donc, on a le dispositif TPUP, mais les prêts d'honneur, c'est ce qui permet de prétendre au premier niveau de subvention pour avoir les fonds propres. Mais les prêts d'honneur ne sont jamais une sub, hein. C'est toujours un prêt accordé aux dirigeants sans garantie à injecter dans l'entreprise. Par contre, en région Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, on aura systématiquement, ou Corse, pardon, on aura systématiquement des premiers niveaux de subvention entre 1 000 et 5 000 euros à l'échelle d'un pays. Il y a des limites territoriales qu'on appelle des pays qui s'affranchissent des limites départementales ou de région d'ailleurs, qui viennent subventionner certains projets. Vous avez aussi ce qu'on appelle des GAL, des groupes d'action en local qui viennent redynamiser un bassin d'emploi complètement détérioré. Par exemple, vous avez un site d'enfouissement nucléaire à Bure. En compensation, les habitants bénéficient d'un niveau de subvention assez important. Donc, c'est très large. Et c'est pour ça qu'il faut toujours requêter par département dans sa zone de chalandise, enfin là où on est implanté, parce qu'on n'imagine pas en fait toutes les strates de subventions qui existent en fonction des secteurs. Donc je ne peux pas faire un panorama spontanément, mais les premiers niveaux de subvention des collectivités sont liés directement aux régions et à leurs problématiques de création d'emplois au travers de la création d'entreprises. Du coup, si d'autres personnes ont des questions, c'est le moment. Ne soyez pas timides. Donc, il faut y aller. Vous n'aurez pas meilleure réponse qu'avec Gaylord. J'en profite, mais que si quelqu'un a un truc à me dire, je peux laisser la parole. Mais du coup, sur la partie bourse French Tech, oui. Moi, je me demandais qu'est-ce qu'ils considèrent comme innovant finalement, parce que c'est hyper flou Non, la BFT, ce n'est pas forcément tourner innovation, mais projet à fort potentiel. Il faudra télécharger la fiche. C'est-à-dire que si on ouvre un commerce de détail de fleurs, il n'y aura pas de BFT. Parce que le potentiel de chiffre d'affaires d'un commerce, il est lié à sa zone de chalandise, les mètres carrés et la marge qu'il peut générer. En fait, on a vite fait le tour. Enfin, on n'a pas besoin de se projeter très loin. Par contre, si on a un projet qui n'est pas innovant technologiquement, mais qui propose, je ne sais pas moi, un système de géolocalisation d'animaux de compagnie pour faire matcher des maîtres, enfin, des gens qui ont une même appétence sur un hobby. Il n'y a pas d'innovation technologique parce qu'on va ne faire qu'assembler des technologies existantes, mais il y a une innovation sociale, mais c'est même pas ça, c'est plutôt la portée du projet dans l'intérêt que vont trouver les citoyens, les futurs clients à utiliser la solution. Il y a plein de solutions SaaS, par exemple un agent conversationnel, les petites pop-up qui font de l'analyse sémantique pour vous répondre, les robots de conversation qu'on a sur beaucoup de sites. Beaucoup au départ ont eu, bon, c'est vieux maintenant, hein, c'est des projets qui ont 5-6 ans initialement, mais beaucoup ont eu des BFT alors qu'il n'y avait pas d'inno.
enfin, clairement, ils utilisaient des technologies largement éprouvées et il y avait très, très peu d'analyse sémantique. D'ailleurs, on voit le manque de pertinence des robots en question. Et finalement, et ça ne servait à rien de déguiser le projet en IA avec ce que j'appelle des gros mots, hein, ou en big data, parce que finalement, le conseiller de la BPI qui va analyser, qui a souvent un profil d'ingé, il n'est pas dupe, hein. Il va bien comprendre que derrière, il y a peu d'inno et il vaut mieux axer sur le potentiel de son projet que essayer d'itérer sur l'innovation qui n'existe pas. Souvent, dans les aides, quand on parle, Cynthia, quand on parle innovation, c'est innovation tech. Et dans l'innovation technologique, c'est lever des verrous. S'il n'y a pas de verrou à lever, il n'y a pas d'inno. Par contre, il nous reste tout le champ des innovations de marché, social. Par exemple, Deliveroo, il n'y a pas d'inno. Alors, on va me dire, oui, il y a la géolocalisation et le tracing du livreur, mais bon, il n'y a pas d'inno. Enfin, il n'y a rien de compliqué à faire ça, en fait, en termes de dev. C'est juste le fait de pouvoir, en fait, c'est une innovation de marché où on arrive à tordre le bras des restaurateurs pour leur proposer d'augmenter le chiffre d'affaires. C'est ça l'innovation de Deliveroo. Mais il n'y a pas d'innovation tech. Pour autant, ça aurait été un projet tout à fait éligible à la Bourse French Tech s'il avait été porté en France. Non, c'est pas le cas. Mais... Donc voilà, donc Bourse French Tech, ne faut passer, s'il n'y a pas d'inno au sens technologique, c'est pas très grave, c'est le potentiel. D'accord, d'accord. Ok, super, Gaylord, c'est cool. Et ok, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Ouais, alors moi j'ai une question, Gaylord, du coup. On a déjà fait sur l'année 2020 tous les premiers niveaux, on va dire, de financement, hein, BFT, prêt d'honneur, enfin, tout ce que tu as pu évoquer tout à l'heure. On va sur le prêt d'amorçage de BPI. Très bien. Je vais savoir un petit peu le retour d'expérience de ces prêts-là, parce que j'ai vu tout à l'heure, il me semble, difficulté élevée. Oui. Donc, je pense qu'il y a un critère qui a été mis là-dedans parce que… Alors, je suppose que, sans rentrer dans le détail, mais tu fais ça post-levée, si tu vas faire un prêt d'amorçage, c'est-à-dire que tu as fait une levée soit en site, soit en série A. Tout à fait. Dans ce cas, le principe du prêt d'amorçage, c'est de féliciter ta levée et abonder à hauteur de 50%. Donc, si tu es en prêt d'amorçage, tu es capé à 300K, c'est 50 000 à 300K. Et si tu es en prêt d'amorçage investissement, le grand frère, tu vas jusque 500. C'est de 200 à 500K. Je ne pense pas dire de bêtises. Donc, on vient féliciter à hauteur de 50% de ta levée dans la limite de 300 sur le PA. Il n'y a pas de difficulté sur la décision de la BPI parce qu'en plus, si tu as eu une BFT, bon, ben, globalement, je pense que tu es entre de bonnes mains. Enfin, tu connais déjà l'interlocuteur BPI. Ouais. Et il n'y aura pas une grosse itération à faire. La vraie difficulté, c'est que ça suppose quand même d'avoir levé, que la levée soit effective. Et en plus, il faut le solliciter dans les 3 mois max qui suivent la levée. Sinon, après, ils ne peuvent plus trop intervenir. Et pour info, c'est un financement qu'on couple généralement avec soit une ADI, une aide à l'innovation, soit un prêt INNO. Un prêt innovation, comme ça, on peut quasiment, si tu es sur une levée inférieure à 600K, on va faire du 1 pour 1. On va aller chercher 100% de ton montant que tu as levé en financement non dilutif. Donc, pas de subvention, hein, pas de fonds propres, c'est pas de l'OC, mais par contre, ça va te faire de la trésor. Pour info, le prêt d'amorçage ou investissement, c'est 3,5% d'intérêt. Ça peut paraître beaucoup aujourd'hui, mais en fait, entre ça et de la dilution, enfin, un invest, ça coûte beaucoup plus cher que 3,5 points. Et puis, on est à 24 mois de différé et 8 ans d'amortissement, ce qui est énorme. Et sur le prêt INO, on est à 3 ans de différé. Et ce n'est pas du PTZ comme on peut l'entendre, c'est à 1% dans les faits, le prêt innovation. C'était du PTZ il y a encore 2 ans, mais c'est fini. Pour le coup, ADI ou prêt INO, il y a un choix à faire. Tout dépend où tu en es dans ta roadmap technique. Soit tu es très avancé et tu vas sur du prêt INO, soit tu es encore il y a encore un peu de prototypage sur un projet 2, par exemple, ou un projet 2.5. Et dans ce cas, tu peux rester sur de l'ADI et mettre de côté le prêt INO. Là, je suis dans une logique d'optimisation pour que dans ta prochaine levée, tu fasses le prêt d'amorçage d'investissement, le grand frère, et un prêt INO, et à nouveau faire du 1 pour 1. Mais pas d'inquiétude sur ton prêt d'amorçage, vu que tu es déjà connu de la BPI. Et puis, l'ADI devrait être proposé assez naturellement. Et ce n'est pas le cas, il faut que tu sois la manœuvre. Ok, bah super, ça marche. Merci. Mais je t'en prie.
Si j'active mon micro, c'est mieux. On a encore le temps pour une question, du coup, si quelqu'un veut la poser. Bonsoir tout le monde, c'est Mounir. Gaylor, nous on est sur un projet de lancement en fait d'une plateforme SaaS en fait pour l'accompagnement de personnes qui risquent de perdre leur emploi. Et je voulais savoir est-ce qu'on peut financer en fait. Là on est en création, hein, donc est-ce qu'on peut aller sur du prêt d'honneur initiative, pour la recherche et développement aller sur la subvention Innovop parce que je suis en Île-de-France, et pour l'innovation aller sur la bourse French Tech. Alors, pour Je suis un la petit peu partie… gourmand, mais bon, bref. Non, mais il n'y a pas… Non, non, au contraire, Mounir, pas de sujet là-dessus. Le prêt d'honneur, faut vraiment que tu évites de le présenter comme du financement de POC parce que tu risques de te prendre un refus direct. Il faut projeter un début de traction commerciale. Tes clients, qu'ils soient du service marchand ou du non marchand, c'est pas le problème. Tu peux t'adresser aux collectivités ou aux entreprises, c'est pas le sujet. C'est juste dire qu'à un horizon raisonnable, tu vas commercialiser. Et je t'invite plutôt à aller vers Paris Initiative Entreprise. Pardon, t'es peut-être pas à Paris par contre. T'es où, Mounir? En Seine-et-Marne. Et dans le 77. Non, Yes. mais dans le 77, ils sont quand même plus ouverts sur les sujets inno, mais faut vraiment pas y aller en disant bonjour, j'ai besoin de fonds propres pour aller chercher une BFT ou j'ai besoin de Ah fonds non, propres non. pour financer un POC, hein, parce que Ouais. ça va être plus compliqué. Par contre, derrière, enfin tout de suite, évidemment, c'est BFT. La bourse French Tech, faut la tenter. Alors, faut bien préparer ton dossier. Et là, je pense que, enfin, dans les très grandes lignes de ton projet que tu m'as décrit, il y a un sujet pour, s'il n'y a pas de BFT, tu pourras aller sur Innovap Faisabilité. Ouais. Et si tu obtiens Innovap Fesa, là, c'est beau, parce que tu peux faire un grand chelem, si je puis dire. Tu vas pouvoir aller chercher expérimentation qui est assez rare, parce que tu vas pouvoir faire un pilote avec un acteur, pas public, mais une collectivité, le département ou la région, sur une population pilote, sur un territoire pilote. Et là, c'est rare, en fait, d'aller chercher Innovap Expérimentation, parce que c'est pas évident d'avoir un projet qui permette de travailler en collaboration avec une collectivité. Donc, faut pas, d'ailleurs, ça s'adresse à tous, faut pas non plus écarter la notion de label. C'est-à-dire que non seulement vous avez de l'espèce sonnante et trébuchante, mais en plus, vous avez un label sur votre projet. Et demain, si vous devez lever des fonds, ce qui arrive assez souvent, hein, sinon systématiquement, le fait d'avoir cumulé un label de prêt d'honneur, certes, mais en plus une BFT et ou Innovap faisabilité, c'est déjà pas mal. Si en plus il y a expérimentation derrière, ce sera encore plus facile d'instruire. Par contre, Mounir, sur Innovap, alors d'une manière générale, sur la BFT en région parisienne, Oui. après juillet, c'est plié, hein, parce que les budgets sont essorés. Donc, il faut le déposer le plus tôt possible. Il Ouais. n'y a pas besoin d'être immatriculé pour déposer la BFT. Par D'accord. contre, il faut présenter au moins 15 cas de fonds propres parce que la BFT vient subventionner 70% de ton projet. Ouais. Dino, en fait, c'est pour financer ton POC, hein. Mais s'il finance 70, ça veut dire que tu es censé avoir les 30. Et si tu veux avoir les 30 sur un budget, en fait, c'est 30 000 euros de sub. Ça veut dire qu'il faut présenter une assiette de dépenses à 45, tu as 15 en apport et tu as 30 de sub. Et si tu n'as pas 15 d'apport, tu n'as pas de bourse French Tech. Et des fois, on a des refus parce que le plan de financement est mal posé. On veut aller chercher une sub sans avoir intégré. Et donc, mes 15K, ils viennent d'où? Ils viennent de mon réseau de prêt d'honneur. Donc, prêt d'honneur, BFT. S'il y a BFT, Innovap, FESA, ce n'est pas possible. C'est deux dispositifs qui se chevauchent, mais ce D'accord. sera plutôt Expérimentation. expérimentation. Ok. Attention, expérimentation, on démarre avec un niveau de fonds propres élevé. C'est bien de t'orienter vers ta levée. Et avant ça, je vais revenir sur ce que j'ai dit, mais dépose quand même Innovap faisabilité, D'accord. même Ok. avec la bourse French Tech, en expliquant que ton projet, il a vocation quand même derrière à être accompagné en expérimentation parce que tu vas travailler sur des pilotes et que tu es sur un secteur d'activité très spécifique, enfin, tu es sur une activité très spécifique. Ouais. Pose-toi la question, alors peut-être pas ESS, mais d'entrer dans un incubateur à impact, type La Ruche. Et là, si tu vas dans un incubateur à impact, dans un second temps, hein, pas tout de suite, hein, Mounir, parallèlement à un autre réseau d'accompagnants, ce n'est pas le problème. Tu pourras peut-être aller chercher un Paris Innovation Amorçage qui est une sub de 30K.
si et seulement si tu es incubé par un incubateur labellisé Paris Innovation. Bon, là, je vais D'accord. loin dans ta feuille de route, mais oui, tu peux dérouler sur tous ces sujets à condition d'anticiper ton plan de financement, enfin ta stratégie de financement, et de Ouais. pas aller au coup par coup en fonction au gré du vent, quoi, parce que là, c'est compliqué. Très bien, je te remercie Gaylor. De toute façon, Ok, nous, on va faire une expérimentation. C'était prévu en fait bah, je me doute. avec notre MVP en fait pour le confronter en fait aux utilisateurs, aux usages sur 2 régions, Île-de-France et une en Nouvelle-Aquitaine. Donc, de toute façon, je reviendrai vers toi en fait Ouais. sur Pour le coup, plateforme. Mounir, il y a un sujet en Nouvelle-Aquitaine alors. Enfin voilà, c'est plus simple. D'accord, ok, Il y a nickel, moins de super. concurrence. Et si tu as un partenariat avec une région, il y a d'autres dispositifs en Nouvelle-Aquitaine pour les suivre. D'accord, ok, super. Très bien, merci Gaylor.